Aujourd'hui, on va parler d'Albert Camus, d'humanisme et de colonialisme. C'est une nouvelle de Demain la ville qui s'appelle Il faut tuer Charles Baudelaire qui m'a inspiré cette vidéo. Nous avions discuté au sujet de Baudelaire, de la nécessité d'encenser ses grands. Qu'en est-il du problème de la glorification des artistes, comme acquis de la bien-pensance universaliste, ou comme pensée obligatoire par la seule idée que ces textes aient été bien vendus, ou que l'auteur était l'ami d'un monsieur qui l'a propulsé ou qui a validé sa place. Qu'en est-il de cette célébration de l'auteur qui ferait de lui le créateur de textes dont on ne peut éviter l'évocation même, comme une rumeur qui alimente ce phénomène? On dit que la création de la tradition se fait sur 3 générations seulement. Alors que penserait-on de l'oubli des grands comme base d'une société qui date finalement d'hier? Camus est souvent représenté comme un auteur, un exemple d'humanisme, un maître de l'absurde mais aussi de la lutte sociale, précisément les luttes contre les injustices. Mais au-delà de son engagement pour la justice et la liberté, ses positions et contradictions au sujet de la situation en Algérie, du colonialisme, ou même ses relations avec des figures comme Sartre, révèlent un Camus moins engagé qu'il n'y paraît. En réalité, on va parler d'un résistant relativement neutre, qui ira jusqu'à dénoncer les violences nécessaires aux révoltes. Évidemment, chaque personne a son avis sur la question, mais c'est en se calant sur cette nuance précise qu'on fait de Camus une figure intellectuelle qui a été parfois reprise par l'extrême droite comme par des mouvements anarchistes. Dans cette vidéo, on va explorer sa vie, ses contradictions et revenir sur son texte Noces suivies de l'été qu'on a lu ensemble et commenté ensemble sur Twitch. Je vais m'inspirer d'un podcast de France Culture, d'un article d'Ernest London sur Olivier Gloag, qui a écrit sur Camus justement, et je me suis aussi inspirée d'un article du Monde diplomatique. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Mais aussi je vais vous parler des paroles publiques, des participations aux tribunes. Je vais aussi vous parler des prises de parole publiques de Camus et aussi de participation à des tribunes par exemple. En fait, on va rediscuter la question des grands auteurs classiques qu'on continue de valoriser. Et comme vous le savez, Camus en fait partie. Sauf qu'au niveau du colonialisme, et pas que, ça vient vraiment... Ça mérite qu'on en parle, disons. Après, ça reste une vidéo courte, donc je vous mettrai plusieurs sources en barre d'informations si vous voulez vraiment... pousser le sujet. Pour commencer, Camus est né en 1913 à Mondovi, en Algérie. Son père, Lucien Camus, était un ouvrier agricole qui est décédé pendant la Première Guerre mondiale alors que Camus n'avait seulement que 1 an. Dans les textes, lorsqu'on parle de sa mère Catherine, elle est décrite comme illettrée et venant d'un milieu précaire. Elle a élevé son fils seul dans un appartement à Alger en exerçant le métier de femme de ménage. Malgré cette situation compliquée, Albert Camus va réussir à poursuivre ses études, notamment grâce à des bourses, mais aussi grâce au soutien de différentes personnes. On parle souvent dans les textes de son professeur de lycée, mais j'avoue que j'ai pas creusé le sujet. En tout cas, cela lui aura permis de rejoindre l'université d'Alger et de commencer sa carrière littéraire. Dans la presse, dans les articles ou même de la bouche de mes profs de français, j'entendais souvent que c'était ce parcours difficile qui avait fait de Camus un homme humain. Un homme humain, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Donc un homme humain, conscient des inégalités sociales et dont il va parler dans plusieurs de ses textes. Pourtant, Camus grandit dans un contexte colonial, dans un contexte d'inégalité entre les Algériens et les Européens. Et de par son statut de pied noir, même s'il vient d'un milieu modeste voire précaire, il reste néanmoins du côté des oppresseurs. Maintenant qu'on a fait les présentations, je vais vous parler de plusieurs prises de parole publiques d'Albert Camus. Je ne vais pas vous présenter ici l'intégralité de celle-ci parce que sinon on y passerait une vie entière. J'en ai sélectionné quelques-unes où il a des prises de parole qui ne dénoncent pas la répression coloniale ou même qui évite le sujet. On va commencer par 1945. Alors je m'excuse si je le prononce mal, mais on va parler donc des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Ce sont des répressions sanglantes suite à des manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes. Elles sont survenues le 8 mai 1945 dans la région de Constantine, durant la colonisation française en Algérie. Et après les massacres, il va écrire dans l'Alger républicain en mai 1945 « C'est une guerre de tous contre tous, une guerre tragique où des innocents meurent des deux côtés. La mort d'aucune personne n'est à minimiser, mais je vais vous parler ici en fait du choix des mots, du choix du vocabulaire. Il va employer le mot de guerre qui est pas du tout adapté à la situation. Rappelons que c'est une personne qui a des connaissances et qui est auteur et qui choisit sa manière de formuler les choses ou l'absence de mots qu'il va... Enfin voilà, il a conscience de ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, il n'évoque en rien la responsabilité de la France dans la violence coloniale. Et en fait, on a cette espèce d'analyse de comptoir qu'on entend encore à l'heure actuelle énormément. C'est le fait d'accuser les personnes qui n'ont pas donné le premier coup, mais qui se défendent difficilement au bout de la millième frappe reçue. C'est un discours qu'on entend très souvent chez des personnes qui glorifient encore la Révolution française, mais sans évoquer les
les violences qui vont être liées à cette révolution. Bref, revenons à Camus. Au lieu de soutenir le peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance, il va appeler à une trêve civile et à une réconciliation. Et avec ça, on voit encore le refus de légitimer la résistance algérienne, et on voit les limites de son humanisme parce qu'il va jusqu'à ignorer les violences des peuples colonisés. Pour celles et ceux qui l'ignorent, l'humanisme c'est un courant philosophique qui place l'homme au centre des préoccupations. Ça valorise la raison, la liberté, la dignité humaine, tout en promouvant les connaissances et la justice sociale. Il défend l'idée que l'homme, en tant qu'individu libre et rationnel, peut améliorer sa condition et participer au bien-être collectif. Camus va donc défendre une espèce d'humanisme abstrait. Il dénonce les inégalités de classe et de race tout en se conformant et en acceptant l'ordre social établi. Il passe par un appel à l'unité et c'est une chose qui parle pas si on ne remet pas en question l'intégralité des structures. Ces mêmes structures qui permettent encore de poursuivre les injustices coloniales qui sont déjà installées et normalisées. En fait, sur le papier, l'humanisme c'est admirable. Et on entend souvent des gens dire qu'ils ne sont pas politiques, qu'ils sont apolitiques même, et qui sont humanistes. Des personnes qui veulent le bien de tous, l'égalité, etc. Ce qui est louable, ce qui est positif, mais qui est complètement incompatible avec le système actuel. C'est pour ça que vous pouvez entendre le terme, quand on parle d'oppression, on va souvent parler d'oppression systémique. En gros, on ne peut pas avoir l'égalité de tous sans remettre en question le système actuel, chose qui est absente du discours humaniste. Et l'humanisme de Camus est souvent décrit comme participant à des dynamiques bourgeoises et détaché des luttes des populations colonisées. Et quand on parle de bourgeois, on parle de personnes qui sont nées avec des privilèges et qui vont jusqu'à en oublier les réalités de certains et certaines, ou d'en oublier une partie. Il n'y a pas de success story en fait, ou très rarement, et c'est pas lié à la méritocratie. Enfin bref. En gros, même si Camus vient d'un milieu défavorisé, il reste beaucoup plus privilégié que la majeure partie des personnes qui sont nées sur les mêmes terres que lui. Et même si son humanisme a été très influent, il reste critiquable parce qu'il a été souvent associé, voire destiné aux classes supérieures. Et en fait, on peut dire de Camus qu'au lieu d'être un modèle d'engagement contre les injustices sociales, il va finalement défendre l'humanisme bourgeois qui va jusqu'à effacer les révolutions sociales nécessaires à l'émancipation des personnes colonisées. Que ce soit dans ses textes ou ses prises de parole publique, ses prises de position sur la situation en Algérie, son pacifisme entre guillemets, et son refus de se confronter aux violences coloniales montrent un auteur / un homme qui envisage moins la liberté que la conservation de l'ordre colonial établi. Ces prises de position que certains disent ambiguës ne seraient-elles pas finalement un outil à la critique? Ces silences volontaires ne participeraient-ils pas à maintenir les abus qu'il prétend invalider? Car ce n'est pas une remarque isolée. Le 19 janvier 1946, un musulman de 15 ans déclare que les violences arabes sont justifiées par l'envie de libération. Camus y avait déclaré qu'il ne pouvait valider les violences d'aucun des deux côtés. Enfin, approuver, pas valider. Et à partir du 19 novembre 1946, il va publier une série d'articles qui s'appelle Ni bourreau ni victime, où il explique son refus de choisir la violence des colonisateurs et la contre-violence des colonisés. En 1946, toujours, dans un article qui s'appelle Le Monde va vite, il va écrire sur l'imminence d'un choc des civilisations en disant que dans 10 ans, dans 50 ans, c'est la prééminence de la civilisation occidentale qui sera en question. Donc il a suggéré d'ouvrir le Parlement mondial à ces civilisations, donc les non-européennes, pour pouvoir les maintenir sous le bras du colonialisme. Du coup, vous l'avez compris, le plus grand paradoxe de Camus, c'est son incapacité à se détacher des réalités coloniales et de leur politique tout en se revendiquant humaniste universel. J'ai écouté le podcast Camus et l'Algérie sur France Culture qui a été publié le 7 janvier 2010 dans l'émission Les Chemins de la philosophie. Il date un peu, mais il évoque la revue Combat dans laquelle Albert Camus écrit. Par exemple, il y écrit qu'il souhaite une démocratie ouvrière et populaire. Je cite, « La France sera demain ce que sera la classe ouvrière, ce que sera sa classe ouvrière ». Il écrit aussi dans l'Alger républicain dont je vous ai parlé plus tôt, et on pouvait lire qu'il n'avait jamais vu de population européenne aussi misérable que cette population arabe. Et il réclamait de s'affairer à diminuer cette disproportion et à cet excès de pauvreté. On voit que ces causes lui tiennent à cœur et on le voit très souvent dans ses textes. Il ne s'en cache absolument pas. Et dans ce podcast, il y a aussi mention des archives d'une tribune de Paris, qui revient encore une fois sur les émeutes de Sétif. Dans cette tribune, il y a 4 députés algériens, Albert Camus est la personne qui va animer le débat, la discussion. Et dans cette tribune du 1er janvier 1946, dont on a les extraits audio, et il y est dit
dit des choses très violentes comme le fait que l'Algérie forme 3 départements français, que les Algériens forment un peuple qui démarre, que c'est un peuple qui a pris conscience de lui-même au contact des Français et qu'il y a un problème algérien. Problème qu'Albert Camus va valider au vu des victimes du 8 mai 1945. Les victimes pieds noirs donc. Et aucun mot sur les victimes du colonialisme. Et même si dans cette tribune, il va déclarer que le peuple algérien a ses bases, ses racines et qu'il s'agirait que les Français le respectent, il dit que les populations colonisées se soulèvent contre les populations colonisatrices. Il conclut quand même sur cette espèce, il emploie le terme génie français et il dit que ce génie devrait être le moteur à repenser la question pour être la première population blanche à le faire et donc devancer l'histoire plutôt que la subir. Bref, interprétez-le comme vous voulez. Si vous y voyez de la mégalomanie, de l'européanocentrisme, du sensationnalisme, du manque d'empathie ou des mots politiques réfléchis et prononcés. Il va continuer les phrases indirectement violentes. Par exemple, dans Combat, il va écrire que c'est la force infinie de la justice qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie. Il préfère très souvent esquiver la question du colonialisme. De manière générale, il préfère souvent éviter la question de l'indépendance, employer d'autres terminologies ou orienter ses approches journalistiques. D'ailleurs, dans son texte La Peste, il écrit « En ce qui concerne l'Algérie, l'indépendance nationale est une formule purement passionnelle. Il n'y a jamais eu encore de nation algérienne. » Et il diminue ici la révolte à des émotions, et non à un climat oppressif et violent. Je trouve ça assez fou personnellement. Alors je sais pas si c'est comparable, dites-moi en commentaire si je suis à côté de la plaque, mais moi je trouve que ça ressemble à la terminologie crime passionnel, tu vois, au lieu de parler de féminicide par exemple. Je trouve que c'est complètement diminuer la responsabilité des personnes qui vont agresser d'autres personnes, qui vont violenter d'autres personnes, ou qui vont du coup coloniser d'autres personnes, voire tuer d'autres personnes. Enfin bon bref, ça minimise la responsabilité de la personne qui fait du mal. Et même si Camus va dénoncer dans La Peste ou L'étranger, il dénonce au final des oppressions relativement abstraites. Et encore une fois, il ne remet jamais en cause le colonialisme comme source de ces violences. Et ces violences ne sont pas que physiques, hein. Elles peuvent aussi prendre la place de l'effacement culturel d'une population, ou son existence même dans le discours politique ou commun. Dans La Peste, on va parler de la ville d'Oran qui est atypique puisque principalement habitée par des colons. Et d'ailleurs, aucun Algérien n'apparaît dans le roman La Peste. Et donc Olivier Gloag, dont je vous ai parlé plus tôt, qui a écrit un livre qui s'appelle Oublier Camus, dont je vous parlerai un peu après, mais je voulais vous partager cette citation maintenant. La Peste, c'est le roman de cette ville à majorité européenne, conséquence du nettoyage ethnique pratiqué par les généraux Burgot et Lamoricière, soutenu en dernière analyse par Tocqueville. Et ses autres écrits sont ponctués d'autres problématiques du même style. Il critique à nouveau la violence et la répression, mais reste encore une fois détaché des violences systématiques dues à la colonisation. Et l'auteur va globalement s'intéresser à des concepts abstraits comme la dignité humaine, tout en ignorant volontairement la violence structurelle des Européens sur les Algériens. Enfin, de la France sur les Algériens, pardon. Pourtant, en 1955, au discours de Stockholm après la remise de son prix Nobel de littérature, on voit bien qu'il lâche pas sa valeur fondamentale qui est l'humanisme, et il va affirmer que le monde doit connaître deux grandes vérités, la solidarité de l'homme avec l'homme et la justice. Et même s'il l'inspire par ses mots et inspire beaucoup plus que d'autres personnes, mais lorsqu'il est question de l'Algérie, la solidarité à laquelle il fait appel reste encore une fois très abstraite, parce qu'on le voit finalement jamais s'engager réellement en faveur des Algériens. Et c'est pas un hasard si dans ses écrits politiques, Albert Camus n'évoque jamais l'indépendance de l'Algérie. En fait, son humanisme demeure une noble utopie, mais il n'a jamais cherché à la rallier aux luttes des personnes qu'il considère pourtant comme ses semblables. Et un an après avoir reçu le prix Nobel de littérature, il déclare être heureux de voir que les Algériens ont colonisé Paris à leur tour. Je vous mets ça là. Bref, petit aparté fait, revenons donc à l'humanisme de Camus. Dans son texte L'exil et le royaume en 1957, il écrit « Je crois que chaque homme doit avoir sa liberté et qu'il n'y a pas de plus grande dignité que celle de l'homme libre. » Pourtant, il va défendre une Algérie française, tout en se montrant réticent à soutenir la lutte des Algériens pour l'indépendance. Et on retrouve ce discours ambigu dans son texte La question algérienne de 1958, où il propose cette paix civile sans jamais envisager une décolonisation complète. Et l'idée d'une Algérie française semble plus être une projection
projection de son idéal républicain qu'une solution réelle face aux injustices vécues en Algérie. D'ailleurs, j'ai noté que cette phrase était écrite dans une de mes sources, mais impossible de retrouver laquelle. Pourtant, je la trouvais assez juste. Et l'un des exemples les plus frappants de cette ambiguïté de Camus réside aussi dans le fait, alors sur un autre sujet, mais de sa relation avec Sartre. Et beaucoup emploient le terme d'ambiguïté. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Enfin bref, petit mémo sur qui est Jean-Paul Sartre, publiquement, là je vous partage aucun secret. Attendez, je vais vous lire, ça va être plus simple. Le 26 janvier 1977, Le Monde publie un communiqué au sujet d'une loi reconnaissant que les jeunes de 13 ans pouvaient avoir des rapports sexuels et les légalise auprès des adultes. Donc Jean-Paul Sartre l'a signé aux côtés de 69 personnes, dont Gabriel Maznev, dont je vous ai déjà parlé, avec le livre de Vanessa Springora sur la pédocriminalité de celui-ci et les horreurs qu'il lui a imposées. Sartre a aussi signé dans Le Monde, aux côtés de 80 intellectuels, le 23 mai 1977, un texte pour décriminaliser les rapports sexuels entre adultes et jeunes de moins de 15 ans. Des publications comme Gay-Pied, G-A-I plus loin P-I-E-D, journal radical pro-homosexuel dans lequel écrivent Jean-Paul Aron, Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault, aux côtés de l'écrivain Tony Duvert, qui est un pédocriminel revendiqué, et de Renaud Camus, deviennent ainsi des tribunes pour les pédocriminels, et la revue sera finalement suspendue d'ailleurs en 1992. Bref, Camus est pote avec un pédocriminel. Déjà, juste ça, là je fais un aparté sur la question du colonialisme. En fait, juste ça, c'est encore un argument sur lequel, en fait, il est pas ambigu sur ses prises de position, et il sait très bien ce qu'il fait, et en l'occurrence, il est pote avec un pédocriminel. Enfin, là je parle d'autre chose que la question du colonialisme et de l'Algérie, mais je trouve ça révoltant. Et je veux même pas entendre parler de oui c'était l'époque, pas le propos. Le seul oui c'était l'époque qu'on peut entendre, c'est le fait qu'ils aient réussi à signer ce genre de tribune de manière publique, qui est ouf. Mais factuellement, ce mec est donc pote avec Jean-Paul Sartre, qui des mineurs. Et d'ailleurs, allez voir... si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi l'histoire de sa chère compagne, où ensemble, ils faisaient des traumas à beaucoup d'enfants et de la violence... Enfin bref, c'est un enfer. Mais c'est pas le sujet. Aussi, petit aparté sur Maria Casares, qui a entretenu une relation amoureuse avec Camus, et donc il y a des traces de cette correspondance, et elle a été vraiment encensée par le public lorsqu'elle a été publiée, alors qu'on y voit un Camus misogyne. Pour vous citer des phrases comme « Je suis très tentée parfois de te dire des choses terrible et pleine de violence, ou alors je n'aime pas les femmes qui ne sont pas sauvées. Voilà, plein de phrases du genre, si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez aller les lire. Revenons au sujet du colonialisme, parce que finalement, c'est un des sujets qu'il aborde le plus, et dans ses textes, et publiquement, mais pas directement. Donc, son pote, Jean-Paul Sartre, défend ouvertement, lui, la révolution algérienne et les violences qui peuvent en découler. Et il critique sans détour le colonialisme français et soutient le FLN, le Front de Libération Nationale. Même si, dans son manifeste des 121 de 1960, il écrit « L'Algérie est française, mais elle est aussi la terre des Algériens. Merci. Bonsoir. » Et donc, on a face à lui un Camus qui refuse la légitimité de la révolution algérienne. Et dans une lettre adressée à Sartre en 1956, Camus lui écrit « Je crois que les deux camps sont coupables, la violence engendre la violence et la guerre civile est une horreur. » Et par cette posture, Camus s'engage dans un pacifisme qui est loin de défendre les opprimés et qui va tenter de maintenir le statu quo colonial. Et donc en 1958, Camus va refuser de s'associer à Sartre, Malraux, Martin Dugard et Mauriac pour signer une adresse au président de la République qui condamne la torture et la censure. Encore une fois, je pose ça là. Et donc Olivier Gloag, dont je vais vous parler après, j'aurais dû vous présenter avant. Bref, celui qui a écrit le livre sur Camus, s'étonne donc que Camus soit présenté comme un abolitionniste. On peut trouver ce terme dans certains textes. Bref, je vais vous parler de Noces suivies de l'été. Je suis désolée, je suis finalement chez ma sœur. Ma mère est à l'hôpital, donc bref, je suis partie en coup de vent et je n'ai pas pris mon livre. Mais pour replacer le contexte, donc c'est un livre qu'on a lu ensemble sur Twitch. D'ailleurs, il y a le replay du texte intégral si ça vous intéresse sur ma chaîne YouTube. Noces suivies de l'été, c'est un texte de 1938 avec des formes poétiques sur la nature, la ville, les paysages algériens. J'ai aimé certains passages, d'autres moins, je vous refais pas le laïus. On y trouve la ville d'Oran qui est décrite comme très actuelle, avec le tourisme, les boutiques, les disco-balls, les lévriers en marbre. Camus va d'ailleurs citer l'Italie et des phrases, en lien avec l'Italie, voire même des phrases en italien, sans l'expliquer, comme si c'était acquis et validé par tous, comme ces grands auteurs dont on parle en boucle finalement. D'ailleurs, il y a pourtant aucune phrase en arabe dans son texte. Voilà. J'ai lu un article donc d'Ernest London dans Lundi Matin sur Olivier Gloag qui a édité donc le livre Oublions Camus en 1923. Il y écrit
Ernest London donc. Dans un monde dépourvu de sens, absurde, il faut vivre sa vie en tournant le dos aux problèmes, insolubles selon lui, notamment ceux posés par le colonialisme. Il développe alors un rapport esthétique avec l'Algérie. Et c'est ce qu'on retrouve énormément dans Noces suivies de l'été, c'est toute cette beauté et valorisation du paysage algérien, et même sans parler tout court des personnes qui vivent sur place, mais vraiment au niveau nature, voire des villes, enfin vraiment des choses un peu des tangibles, on va dire. Et il y a une partie qui s'appelle Noces à Tipaza dans Noces suivies de l'été. Et Camus, il développe sa théorie du bonheur en parlant de moments fugaces en communion intense avec la nature. Mais il va aussi parler du lien avec l'émancipation sociale, puisqu'il va par exemple parler des grèves et occupations de mai-juin 1936, qu'on retrouve assez souvent comme toile de fond dans le texte. Pourtant, dans un éditorial d'Alger républicain toujours, il dit regretter que l'augmentation de 60% des salaires algériens ne soit pas appliquée aux pieds noirs, sans rappeler que ceux-ci gagnent déjà nettement plus. Et Olivier Gloag, qui a écrit le livre donc, écrit « Il veut maintenir l'inégalité entre colonisés et colons et s'offusque qu'elle ne soit pas respectée ». Plus loin, il écrit « Camus défend les acquis des grèves de 36 et l'ordre colonial, Camus est double ». Et en parlant de Gloag, vu que j'ai pensé cette vidéo à l'envers manifestement, il est professeur à l'université de Caroline du Nord et il propose une relecture des textes de Camus pour mettre en lumière son attachement viscéral pour le colonialisme et l'analyse de ses relations avec Jean-Paul Sartre, parce que certains des textes de Camus semblent répondre aux textes de Sartre. Enfin voilà, il y a souvent cette espèce de ping-pong apparemment. Alors je n'ai actuellement pas les moyens d'acheter ce texte, mais je voulais vous parler de ce livre parce que je pense que ça pourrait en intéresser certains et certaines. Et ce texte a été publié par les éditions La Fabrique qui font toujours un travail impeccable. Et vous avez, moi je me suis inspirée donc des extraits que j'ai pu lire et de l'analyse de certains journalistes, dont Ernest London. Et ce texte en fait c'est une critique de l'idéalisation de Camus, notamment sur ses rapports avec le colonialisme et la situation en Algérie. Et Olivier Gloag aborde la manière dont ces contradictions sont encore utilisées dans les discours contemporains pour parler encore une fois des éloges qu'on peut faire de Camus, ou même juste de son héritage. D'ailleurs, un des extraits est en accès libre sur le site de La Fabrique, je vous mets le lien en barre d'infos d'ailleurs. Et dans cet extrait, on peut lire « C'est ce Camus-là qu'il faut oublier pour reconnaître les déchirements d'un écrivain tout aussi passionnément attaché aux acquis sociaux du Front populaire qu'à la présence française en Algérie ». D'ailleurs, Olivier Gloag revient au début du livre sur toute l'histoire de la colonisation en Algérie depuis 1830 et sur l'opposition systématique des Français d'Algérie à l'égalité des droits de citoyenneté pour les Algériens. Il y a énormément de sources sur le sujet et ce n'est pas le propos de la vidéo. Mais sachez que vous allez en trouver un passage dans ce texte. Donc là je vais pas mal citer parce que ça sert à rien de le paraphraser, Olivier Gloag. Par exemple on peut lire « Cette opposition frontale face à toute critique des représentations coloniales dans son œuvre est emblématique du déni ambiant dans les sphères les plus influentes des champs littéraires et politiques quant au passé colonial français. Et Camus serait finalement opposé qu'à un colonialisme autoritaire. Gloag écrit aussi, dans cet ouvrage posthume, au roman d'un écrivain colonial, dont la publication a longtemps été reportée par son entourage, l'auteur tente d'expliquer et de justifier le racisme des colons, renvoyant à une conception de l'humanité comme motivée par des atavismes purement identitaires. Olivier Gloag rappelle l'attachement viscéral, bien que teinté d'humanisme, de Camus au colonialisme et au mode de vie des colons, qui traverse donc ces trois œuvres majeures, Le Premier Homme, La Peste et L'étranger. Il affirme que Camus ne prend jamais en compte les luttes sociales, comme celles des ouvriers algériens ou des paysans algériens, qui sont des classes sociales qu'il prétend pourtant défendre, mais qui sont réduites à l'état de servitude durant la colonisation française en Algérie. Et finalement, il y montre un déni des luttes des personnes colonisées. Je vais conclure avec deux citations d'Olivier Gloag. À travers la vision romantique d'un Camus simultanément colon et anticolonialiste, c'est l'image d'une France à la fois coloniale mais tout autant éprise de justice qu'on met en avant. À travers l'idéalisation de Camus, c'est l'histoire de France qu'on mythifie. En conclusion, Olivier Gloag estime que Camus est la figure qui permet le confort intellectuel à l'image d'une France où, après des décennies d'antimarxisme, tous les contresens sont permis, où l'on peut parler d'immigration sans parler de colonialisme. Oublier Camus tel qu'on nous le présente, c'est également permettre de jeter un regard plus lucide sur les faux-semblants d'une certaine gauche qui masque insidieusement son racisme et son impérialisme avec une fausse universalité, qui masque aussi la lutte des classes avec un égalitarisme de façade. Cette gauche, donc Camus, est devenu l'un des emblèmes. Voilà, dis-moi si tu aimerais avoir ce genre de vidéo avec une autre autrice ou un autre auteur, car finalement on dit que la création des traditions se fait sur 3 générations. Alors que penserait-on de l'oubli des grands comme base d'une société qui date finalement d'hier? Boum. Dun, 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 dun.
Pont.